Alors voilà, vous avez nos photos. Moi, je suis Hélène Francisque. Donc aujourd'hui, on va, avec elle, vous parler de la psychothérapie et de l'éducation thérapeutique du patient et de l'aidant. Vous verrez que plusieurs choses qu'on va aborder sur notre topo, en fait, vont rentrer un peu en résonance sur différentes choses qui ont été vues depuis ce matin. Globalement, je parle pas assez fort. Globalement, vous m'entendez ? La maladie à Cordes-Lévy, on l'a vu, c'est une maladie qui est à part. Les atteintes cérébrales entraînent un certain nombre de troubles cognitifs, de troubles neuropsychiatriques, neurovégétatifs et moteurs. Ces ensembles de symptômes entraînent nécessairement des bouleversements. Bouleversements émotionnels, bouleversements psychologiques dans la vie de la personne malade et également dans la vie de l'entourage. Pour ne citer que quelques points, par exemple, vivre avec la maladie à Cordes-Lévy, c'est pouvoir parfois manquer de repères de référence parce que c'est une maladie qui est moins bien connue que d'autres maladies neurodégénératives, par exemple la maladie d'Alzheimer. Ce qui peut nous être remonté également, c'est que parfois cette maladie n'est pas non plus bien connue de la part des professionnels. Vivre avec la maladie à Cordes-Lévy, c'est parfois aussi subir une baisse de l'autonomie avec l'évolution des symptômes moteurs, par exemple. C'est pouvoir subir également une distanciation dans les liens sociaux avec l'entourage proche et moins proche, parce que certains symptômes peuvent générer de l'inquiétude ou parce que certains symptômes ne sont pas compris comme découlant directement de la maladie. Et enfin, aussi, vivre avec la maladie à Cordes-Lévy, c'est aussi vivre une grande fourchette d'émotions, une grande fourchette de sentiments, sentiments déjà d'incompréhension de la maladie, des différents symptômes, des sentiments de responsabilité, sentiments de culpabilité, voire même de pouvoir toucher l'image de soi, l'estime de soi que vous avez évoqué, la représentation de soi. C'est pourquoi c'est dans ce contexte qu'il est important de pouvoir proposer des accompagnements dans la maladie à Cordes-Lévy pour plusieurs raisons. Déjà, premièrement, proposer un espace personnel bienveillant pour accompagner la personne dans son expérience de vie avec la maladie. Donc on a vu le vécu de la maladie, le vécu des répercussions, des symptômes également, entraîne un certain nombre d'ajustements et d'adaptations de vie. Et puis entraîne aussi un certain nombre de renoncements, parfois une succession de pertes, perte d'activité, perte de projet ou tout autre type de perte. Et là, il s'agit d'essayer d'aider à la personne de ne pas crouler sous le poids de ces différents éléments et d'essayer de ne pas se sentir dépassée. Ensuite, deuxièmement, accompagner dans la maladie à Cordes-Lévy, c'est pouvoir aussi élargir le cadre d'intervention et donner de l'information. Donner de l'information sur la maladie, sur la gestion de la maladie, sur les symptômes, sur les répercussions du symptôme, tant le besoin de renseignement est proche. Et ça aussi, effectivement, c'est très fréquemment remonté de la part de l'entourage et des personnes malades, le besoin de savoir, le besoin de connaître et le besoin de comprendre. Par exemple, pour l'entourage, de pouvoir donner telle piste d'explication sur telle chose ou telle chose, d'aider à y voir au plus juste dans la symptomatologie, pouvoir aussi comprendre, et là ça peut inclure l'entourage un peu moins proche, mais que parfois si certains symptômes paraissent pas si graves, pas si importants, les répercussions pour la personne malade, elles, le sont. La personne malade qui peut vivre très difficilement, le fait qu'on minimise ces symptômes, parfois vous avez parlé de simulation aussi, hein, des symptômes, enfin ce qui avait pu être envoyé aux patients, voilà, qu'on minimise ces difficultés, minimiser ces symptômes, ou qu'on maximalise ses possibilités, hein, ses capacités motrices ou cognitives. Et dernièrement, c'est aussi important de proposer un accompagnement dans la maladie à Cordes-Lévy pour casser ce sentiment d'être seul dans la maladie, pour l'entourage évidemment, et pour la personne malade, qui parfois en plus peut vivre enfermée dans un vécu de symptômes, un vécu d'étrangeté, de symptômes qui sont étranges, voire puis stigmatiser, s'auto-stigmatiser sur un certain nombre de symptômes, notamment les symptômes psychiatriques. Donc, proposer un accompagnement psychologique dans la maladie à Cordes-Lévy n'est pas toujours proposé
ni même demandé par les personnes malades ou par l'entourage, parce que de pouvoir identifier ou même reconnaître ce besoin est difficile. Pourtant, penser à un accompagnement, c'est d'éviter que la personne ne se vulnérabilise davantage sous l'effet explosif des émotions par rapport à l'adversité qui a été subie aussi, de la maladie qui n'a pas été demandée, qui n'a pas été préparée, aussi de ne pas comprendre ce qui se passe et d'avoir le sentiment d'être seul. Donc déjà, pouvoir travailler l'acceptation des changements, l'acceptation des pertes, s'il y en a, et aussi à la prise de conscience des possibilités de la personne, de ses capacités d'adaptation réussies, peuvent déjà être les premières étapes d'un mieux-être psychologique. Avant de passer la parole à Yael, on pourrait dire que ça serait ne pas vivre, et puis là c'est Michel, patiente, ça va résonner un peu, mais ne pas vivre pour la maladie, et ne se voir que comme une personne malade, ne pas vivre non plus contre la maladie et s'épuiser en luttant contre l'inévitable, mais plutôt vivre avec la maladie en développant l'ensemble de ses ressources pour faire face et continuer son expérience de vie. Donc du coup, maintenant que vous avez compris qu'il y a un risque, un impact en fait possible, je vais vous présenter un petit peu comment accompagner la personne malade, donc avec la psychothérapie, le soutien psychologique, individuel et groupal. Donc, pourquoi il faut offrir ce soutien psychologique? Pourquoi c'est important dans la maladie à corps de Lévy? Déjà, on va offrir un espace neutre et bienveillant pour libérer la parole. Ça paraît un peu bateau de dire, voilà, espace neutre et bienveillant, mais ça a toute son importance. C'est vraiment très précieux. Parce qu'en fait, en psychothérapie, on va donner la place à la souffrance psychique sans se précipiter pour rassurer. Quand on explique nos difficultés à nos proches, en tant que malade, qu'est-ce qui se passe? Ça va gêner un petit peu le proche, de façon légère ou subtile ou de façon importante, et le proche il va venir se précipiter et dire mais non, tu as l'air très bien, là, t'as pas l'air malade, t'as l'air en forme. Et en fait, qu'est-ce que ça a comme impact en fait chez le malade? Ce qui est souvent rapporté, c'est en fait, il voit pas que je suis malade, il a minimisé ce que je ressens, ça délégitime ce que je ressens. Et là, en fait, en psychothérapie, ça va être, on va laisser la place et on va pas aller se précipiter pour rassurer. On laisse toute la place à la souffrance et on essaye de la comprendre. On va rompre avec l'isolement réel ou ressenti. Quand c'est réel, ça permet vraiment d'aller parler de sa maladie à quelqu'un. Quand c'est ressenti, ça va être plutôt cet aspect, on est face à quelqu'un qui comprend la maladie, qui peut m'expliquer ce qui m'arrive, et on peut avoir cet échange justement en conscience. On n'est plus devant une incompréhension de tous de ce que je ressens. On va aussi parler sans protéger l'autre, sans avoir peur des réactions ou des répercussions sur la relation. Parce qu'en fait, finalement, on n'a pas besoin d'entretenir une relation affective avec le psychologue. Le psychologue, il est là, il est bienveillant, il est neutre. On n'a pas besoin d'envelopper ce qu'on a envie de dire, de cacher certaines choses, d'avoir peur que le regard de l'autre change. On peut parler sans protéger et parler même de façon crue parfois de choses qui sont difficiles et qu'on ne pourrait pas évoquer avec nos proches. Et l'estime de soi, c'est quelque chose qui est revenu, et ça, je l'ai remarqué dans chaque présentation aujourd'hui. Vous avez tous parlé de cet aspect-là, et c'est très, très important parce qu'en fait, il y a cette association qui est faite. J'avais entendu dans l'enregistrement, je crois que c'était les orthophonistes, je suis à côté de la plaque. Et moi, je le sens vraiment lors de mes consultations avec des malades à corps de Lévy. Ils le disent, je suis désolée, Yael, je suis perdue dans mes pensées, j'ai encore eu une coupure. Là, je suis à côté de la plaque. Et en fait, là, on va détricoter les choses et on va essayer de faire en sorte que la pensée, elle arrête d'être liée au comportement, en fait. C'est pas parce que on a oublié ce qu'on voulait dire qu'on est à côté de la plaque, qu'on est nul et tout ça. Et ça, c'est très important. Protéger l'estime de soi, c'est un travail qu'on fait de façon régulière en psychothérapie. Donc il y a l'aspect maladie et il y a l'aspect aussi parler de soi au-delà de la maladie. Parce que la personne, il y a une continuité de sa vie psychique et de son identité au-delà des troubles. On ne va pas parler que de la maladie, la personne n'est pas sa maladie. Et donc du coup, il y a des souvenirs traumatiques, il y a des conflits, il y a des ruptures, il y a des choses qui se passent au niveau de la relation affective. Je me souviens d'un patient qui me parlait de sa maltraitance, donc qui a la maladie à corps de Lévy, qui me parlait de sa maltraitance. Il a beaucoup souffert de sa maltraitance en étant enfant.
de la maltraitance qu'il a subie. Et il avait peur, avec la perte de l'autonomie, de se retrouver dans cette situation de vulnérabilité. Donc là, en fait, on ne va pas du tout travailler la maladie en elle-même, mais on va travailler les traumas qui sont en train de se réactiver avec la maladie. Donc il n'y a pas que la maladie à corps de Lévy en psychothérapie, il y a aussi notre vie psychique. Et il y a aussi ces aspects continuer les projets, parce qu'on va continuer nos projets. C'est vrai qu'on va les ajuster, on va les prendre différemment, on va avoir d'autres projets, mais on va les continuer. Et il y a aussi cet aspect de prendre de la hauteur, qui rejoint un petit peu tout ce que je vous ai dit. C'est finalement revoir les réactions qu'on peut avoir dans telle ou telle situation difficile, les réactions aussi de l'entourage qui peuvent être difficiles à vivre. Et on va essayer de prendre de la hauteur par rapport à tout ça, essayer de se donner des clés pour réagir autrement et pour s'ajuster. Donc avant de vous expliquer comment on accède à la psychothérapie, c'est très important pour moi de rompre avec les préjugés de la psychothérapie. Donc là, vous avez cette petite image du psychologue un peu dormant, continuer, et finalement qui pose pas trop de questions, qui est pas très présent. On a l'impression d'être un peu face à soi-même. Là, avec cette photo, je pense que je vais m'attirer les foudres des psychanalystes. Mais j'ai été suivie par un psychanalyste et c'était pas comme ça, c'était pas dormant. C'était vraiment une écoute active, bienveillante. On va reformuler, on va réexpliquer, on va aller chercher le problème, comprendre pourquoi ça s'est passé comme ça, à quel moment ça a débuté, qu'est-ce qui va finalement déclencher cette crise de panique, comment on peut agir autour pour la comprendre et pour finalement la minimiser. Donc finalement, il va y avoir une collaboration. On va travailler ensemble. Ça, je l'ai entendu aussi chez les ergothérapeutes, on va la faire ensemble en fait, on va dessiner ensemble pour savoir quelles situations de souffrance sont à travailler et de quelle façon. Et finalement, il va y avoir la création d'une relation de confiance solide, on va être dans une alliance thérapeutique, il va y avoir un lien singulier. Ça va être confidentiel, on n'a pas besoin enfin, tout restera entre nous, et ça va être très précieux aussi. Et en fait, finalement, les psychologues, elles réactualisent leurs connaissances et ne se cantonnent plus à l'écoute active. On va aussi utiliser des nouveaux outils, on va se former de nouveau, et on peut utiliser des techniques psychocorporelles. Je pense par exemple à la relaxation, par exemple souvent utilisée dans les TCC, pourquoi pas l'hypnose, le MDR, les thérapies brèves. Donc, et j'ai entendu pas mal d'idées en psychomotricité, justement, qui sont le lien entre le corps et l'esprit. L'anxiété, c'est aussi dans le corps, on le sent, hein, le cœur bat, on a des frissons, on peut avoir envie de vomir. Donc voilà, il y a tous ces aspects qui sont à travailler. Donc comment ça va se dérouler en psychothérapie ou soutien psychologique? Donc déjà, il y a différents types de psychothérapie. On a eu 2 questions sur le chat concernant les TCC, donc les thérapies comportementales et cognitives. Donc ça, c'est un type de thérapie où on va vraiment s'axer sur le problème. Et donc du coup, on va proposer des exercices à faire à la maison. Et donc, du coup, on va viser la baisse du problème, en fait. Donc, le problème, ça peut être... il y a différentes thématiques possibles. Hein. Ça peut être l'angoisse, ça peut être la tristesse, ça peut être de la colère, ça peut être la relation avec son aidant, ça peut être comprendre ma maladie aussi. On va aller sur de la psychoéducation. Donc là, c'est les TCC, mais il y a d'autres types de psychothérapie que je vais pas tout évoquer, mais n'hésitez pas si vous avez besoin d'avoir des précisions. Hélène et moi, on est là aussi pour vous expliquer un petit peu tout ça. Donc, on va s'adresser aux psychologues, psychothérapeutes. Ça peut être aussi avec des psychiatres qui sont formés en psychothérapie et des neuropsychologues, pareil, qui sont sensibles à la psychothérapie. Donc ça, c'est un plus quand ils connaissent la maladie à corps de Lévy, bien sûr. Et on va faire en sorte de faire des entretiens réguliers entre la personne et le psychologue. Et ça peut être toutes les semaines, toutes les 2 semaines, parfois ça peut être tous les mois aussi. Selon la durée, elle va être variable, selon la personne et selon le procédé. Et donc ça sera vraiment sur mesure aux besoins de chacun. Alors, pour le groupe de parole, donc moi j'aime beaucoup les groupes de parole. D'ailleurs, au sein de l'association, on anime des cafés Lévy, des réunions entre personnes malades. On a aussi les réunions entre aidants. Et on a parlé aussi, dans les présentations qu'on a eues, de l'intérêt du groupe. Ouais, c'était en psychomotricité qu'on avait parlé de ça. Et moi, je trouve que l'intérêt du groupe est énorme et que la psychologue, finalement, elle a une place minime, en fait, dans le groupe. Parce qu'en fait,
je reprends en fait une citation qu'on a essayé d'expliquer, une citation d'Albert Bandura, qui est psychologue américain, qui a beaucoup travaillé sur l'apprentissage social. Son idée, c'est de dire que observer une personne souffrant de la même maladie, qui parvient à faire face efficacement aux difficultés, ça permet de se sentir déjà soi-même capable de faire face de la même manière. Et en fait, on bénéficie directement de l'expérience des autres. Simplement de voir quelqu'un qui a la même chose que moi et qui arrive à faire face, je me dis, mais je rentre et je fais la même chose et je peux faire face aussi. Donc en fait, il y a cet aspect-là dans le groupe de parole qui est très intéressant. Il y a une libre expression, une libre participation. Il y a un lieu de soutien, un cadre sécurisant. Et donc, il va y avoir ce partage de vécu. On va rompre avec l'isolement. Donc un peu les mêmes effets que la psychothérapie individuelle. Sauf qu'il va y avoir peut-être une levée des tabous plus importante. Je pense par exemple au thème de l'hallucination. Et donc, tous les participants sont très pudiques à parler de l'hallucination. Alors, il y a un premier patient qui commence à décrire un petit peu ses hallucinations, qui voit, par exemple, un chat et que c'est un peu déroutant et tout ça. Et puis, il y a un deuxième, un petit silence, bien sûr, parce que voilà, c'est un sujet un peu lourd. Et hop, un deuxième participant, un troisième, un quatrième, cinquième, sixième. Et chacun va commencer à parler de son hallucination, à l'analyser, à la comprendre et à donner finalement des ressources, des moyens. Ah bah tu sais, moi, je m'approche de mon hallucination pour voir si elle est vraiment là. Ah, mais moi, je fais pas ça, je demande plutôt à mon proche. Moi, mon chien, il aboie quand c'est pas une hallucination, donc je sais... Et là, en fait, il va y avoir une élaboration de stratégie de faire face, une réflexion commune, on va résoudre le problème. Et ça va être très valorisant parce que celui qui est en difficulté va donner des conseils. Celui qui a donné des conseils va pouvoir rompre les tabous et parler de ses difficultés aussi. Donc, il y a la mise en avant des compétences de chacun. Oui, j'ai oublié de le dire sur la première partie, mais effectivement, proposer un accompagnement psychologique par éducation thérapeutique de groupe, c'est aussi parce qu'il y a des multiples va-et-vient entre la symptomatologie ou les symptomatologies et les impacts psychologiques. Donc la symptomatologie pouvant moduler l'impact psychologique et puis l'impact psychologique pouvant favoriser ou défavoriser l'expression des symptômes, la fréquence des symptômes ou l'intensité des symptômes. Donc l'éducation thérapeutique du patient ou de l'aidant. L'éducation thérapeutique, eh bien, c'est une proposition de soins, une proposition d'accompagnement par des professionnels qui sont formés et à destination de personnes qui vivent une maladie chronique ou à l'entourage. Donc c'est l'éducation thérapeutique du patient, l'ETP, c'est un processus et ça implique de fait un certain nombre d'actions ou d'activités qui sont organisées, des actions éducatives et qui sont étalées dans le temps. Dans l'éducation thérapeutique, l'idée c'est de pouvoir identifier, en tout cas les informations qui sont fournies à la personne sont centrées sur les besoins propres de la personne. Alors pas nécessairement sur le terrain et dans l'environnement, mais en tout cas de quoi la personne a besoin pour vivre de sa vie avec la maladie de manière satisfaisante, maintenir une qualité de vie qui est favorable et pouvoir poursuivre sa vie la plus autonome possible avec ses troubles. Donc, plusieurs objectifs dans l'éducation thérapeutique. Donc, c'est de pouvoir impliquer la personne dans les décisions et les actions qui concernent sa propre santé. Donc, avec l'éducation thérapeutique du patient, la personne devient un acteur de sa santé et responsable de sa santé. Elle devient un expert de sa maladie, au même titre que le professionnel de santé qui, lui, aura son expertise médicale. Donc les besoins sont identifiés, ce que je vous ai déjà un peu dit, dans l'environnement propre de la personne pour pouvoir élaborer un ensemble de stratégies qui vont être adaptées et personnalisées pour vivre le plus simplement possible et avec l'ensemble de l'autonomie. Donc on va développer un certain nombre, avec le TP, de connaissances et de savoirs. Par exemple, le savoir, les connaissances sur la maladie, c'est le « je sais de quoi je parle ». Par exemple, dans la maladie à corps de Lévy, puisqu'il a été dit un peu en filigrane depuis ce matin, c'est que j'ai eu un certain nombre d'informations, en tout cas le nombre des informations suffisantes, et je sais qu'il y a une très grande hétérogénéité des symptômes, une variabilité des atteintes, ce qui explique qu'il n'existe pas un traitement de référence de la maladie à corps de Lévy, ni même une posologie de référence.
Deuxième type de compétence à acquérir, ça c'est le langage ETP, c'est le développement de savoir-faire, ses capacités de faire face. Autrement dit, je sais comment agir. Et là, par exemple, dans la maladie à corps de Lévy, ça peut être je sais identifier les ressources existantes, les ressources matérielles, les ressources humaines ou techniques, ou les aides dans mon environnement pour pouvoir vivre au mieux le quotidien. Et je sais aussi où trouver ces aides et comment les utiliser, comment les appliquer. Ce que vous avez évoqué en psychomotricité et ergothérapie. Et puis enfin, les compétences de savoir-être, c'est je sais réagir, c'est vraiment le développement à produire des réactions qui vont être adaptées à son bien-être. Par exemple, je sais qu'en conversation ou en représentation, si je m'énerve contre moi-même parce que je bute sur un mot, alors je vais prendre le risque de majorer le fait de buter sur les mots ou de rechercher mes mots. Alors, j'apprends à accepter qu'un mot puisse me manquer à un moment voulu, ou alors je mets en place une technique qui va pouvoir me permettre de faire baisser mon état de tension. Il y a autant de thèmes en ETP possibles que de besoins exprimés par les personnes. Donc là, je vous ai fait figurer un exemple d'atelier qu'on fait au Centre de neurologie cognitive du professeur Paquet sur la mémoire, dans le cas de la maladie à corps de Lévy par ailleurs. Donc là, on a choisi de faire un atelier sur la mémoire. Le développement des compétences, donc le développement du savoir, les informations sur la maladie, c'est de pouvoir savoir déjà qu'il existe différents types de mémoire et que selon ces mémoires, eh bien, les localisations cérébrales sont différentes. C'est une chose. Savoir aussi que comment peuvent se manifester les déficits dans la vie de tous les jours, selon le type de mémoire touché ou selon le processus de mémoire qui est touché. Donc pouvoir identifier les difficultés. Le développement de savoir-faire, une fois qu'on sait de quoi on parle et qu'on parle de la même définition des choses, c'est de pouvoir identifier les stratégies, les astuces ou même les aides externes qui peuvent m'aider à pallier à mes difficultés de mémoire dans la maladie à corps de Lévy, qui sont sur l'enregistrement des informations et qui sont sur la récupération des informations. Et puis, parmi toutes ces aides, de pouvoir mettre en place celles qui vont être ajustées à ma façon de vivre le quotidien. Et puis, le développement de savoir-être, par exemple, c'est de pouvoir apprendre à demander sans avoir honte aux personnes, de pouvoir répéter quand malgré tout, tous les efforts que j'ai faits, les stratégies que j'ai mis en place, eh bien, il y a un trou de mémoire qui arrive et qui arrivera. Ou alors d'apprendre à gérer la peur de l'oubli en faisant des exercices de respiration ou de relaxation dont parlait Yael, parce que justement le stress bloque le fonctionnement cognitif. Donc après, ça sera le cercle vicieux et le serpent qui se mord la queue. D'accord. Il y a plusieurs finalités. Il y a plusieurs finalités dans l'éducation thérapeutique. Donc, on a vu ces différents types de compétences, d'acquisition de compétences. Il y a aussi ce qu'on appelle les compétences à s'aider soi-même. C'est les compétences d'auto-soin et les compétences d'adaptation aux difficultés. J'illustre encore par deux exemples. Les compétences d'auto-soin, donc c'est vraiment cette capacité à pouvoir mettre en place des comportements pour s'aider soi-même. Par exemple, eh bien, je sais que si je fais une activité physique en journée, eh bien, je vais minimiser le risque de me sentir plus agitée le soir ou d'avoir des difficultés à m'endormir le soir parce qu'il y a des troubles d'agitation le soir déjà dans la maladie à corps de Lévy et des troubles du sommeil. Au-delà aussi des troubles du sommeil en comportement paradoxal. Le développement des compétences d'adaptation, c'est ce que je disais juste avant, c'est de savoir à gérer son stress parce que le stress peut retentir sur sa santé. Donc de pouvoir apprendre à gérer ses émotions sur des techniques de respiration ou de relaxation.
Donc les thèmes, tout est possible tant que la personne exprime certains besoins. Donc le TP, c'est vraiment centré sur les besoins. Il n'y a pas de limite à proposer différents ateliers. Ça peut se réaliser en individuel et en groupe. Et le groupe, effectivement, est une très très grande force pour les personnes parce qu'elles arrivent à se partager aussi des stratégies auxquelles les professionnels ou les blouses blanches ne penseraient pas. Évidemment, le TP doit être centré sur la vraie vie des personnes dans leur environnement psychologique, social, culturel, familial. Le TP se réalise après une évaluation aussi des besoins de la personne et aussi une évaluation de l'environnement de la personne. Et puis, ça va se baser sur des priorités d'apprentissage qui vont être perçues par la personne malade ou par l'entourage et par les professionnels de santé. Donc on peut utiliser différents moyens pédagogiques pour faire l'éducation thérapeutique à partir du moment où ça place la personne dans cette action d'apprendre, d'apprentissage et puis qui fasse le lien avec les expériences personnelles de chacun, même si on est en groupe. Pour parler d'exemples de matériel, sur la session d'atelier mémoire qu'on fait, on utilise des techniques de brainstorming, d'utilisation de techniques aussi de mise en situation, c'est-à-dire on rapporte des situations de difficulté de personnes qui ont été vécues, puis on réfléchit dessus pour voir quels ont été les freins, quels ont été les obstacles et qu'est-ce qui pourrait être aidant et quelles peuvent être les solutions qui vont être mises en place. Voilà. Donc moi je vais conclure du coup sur notre session et finalement cette conclusion j'ai l'impression qu'elle pourrait s'appliquer à tous les accompagnements paramédicaux. La maladie à corps de Lévy elle a forcément un impact, elle a un impact dans plusieurs domaines et nous on a vu qu'il y avait un impact psychologique et c'est une épreuve qui est évolutive à traverser et l'objectif c'est d'essayer à travers l'accompagnement donner confiance aux patients et qui soit dans l'agir et qui soit plus dans le fait de subir sa maladie. Et il y a deux axes pour un accompagnement psychologique global dans la maladie à corps de Lévy. Il y a d'abord un axe qui va être centré sur la personne qui vit une maladie, donc avec sa continuité psychique, donc avec la psychothérapie, où on va travailler sur tous les aspects de sa vie finalement, le soutien psychologique et les groupes de parole par exemple. Et il y a un axe qui va être centré sur la maladie. Et là, on peut par exemple faire intervenir l'éducation thérapeutique du patient. Vous avez vu avec Hélène que c'est quelque chose qui est très concret. Ça permet d'acquérir des compétences pour faire face à la maladie et les formations aussi pour comprendre aussi sa maladie. Donc ça peut être proposé. Au sein de l'association, on a pas mal développé l'axe centré sur la personne. On développera encore et on souhaite développer l'axe centré sur la maladie. Et on est en train de mettre en place, de réfléchir et d'élaborer des actions éducatives à destination des patients qui sera inspirée de l'ETP justement. Alors il y a une importance fondamentale d'intégrer les aidants pour aider les malades de façon indirecte. Un aidant qui se sent bien pourra avoir un impact positif dans son accompagnement et il y aura donc le bien-être de l'aidant aura un impact positif sur le bien-être de la personne malade. Et donc c'est important qu'il soit aussi accompagné s'il en ressent le besoin en psychothérapie par exemple, ou en groupe de parole, et aussi sur l'aspect centré sur la maladie, qui comprennent la maladie à travers des formations, et pourquoi pas l'éducation thérapeutique du patient, mais du coup avec les aidants, ce qui est fait par exemple dans différents hôpitaux. Et donc, où se trouvent ces accompagnements? Donc, au sein de l'association, on fait du soutien psychologique. On a aussi des réunions entre malades, des réunions entre aidants. Donc, Café Lévy, c'est les réunions entre personnes malades. On en fait des globales, on en fait à thème pour creuser des thèmes qui sont pertinents pour les malades, la formation des aidants et d'autres projets en cours comme les actions éducatives. Il y a les plateformes de répit, les CCAS de la ville où vous pouvez demander des actions de soutien de groupe ou individuelles. L'éducation thérapeutique du patient, on a cherché avec Hélène et on a vu qu'il n'y en avait pas centré sur la maladie à corps de Lévy, à part au centre de neurologie cognitive du professeur Claire Paquet, où on en retrouvait, mais vous avez des parcours généraux sur les maladies neurodégénératives dans différentes structures, il faut aller chercher. Et en ville, vous pouvez vous adresser aux neuropsychologues sensibles à la psychothérapie, aux psychologues qui connaissent la maladie à corps de Lévy. Ils peuvent être conseillés par des associations, des professionnels de santé ou des amis. Voilà, je vous remercie de votre attention.